Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler de ESG avec Nicolas Zorn. Nicolas est président et fondateur de l'Institut des entreprises engagées et fondateur de l'Observatoire québécois des inégalités. Nicolas est un entrepreneur social en série, spécialiste en responsabilité sociale des entreprises, des inégalités économiques et des politiques publiques. Il a publié plusieurs études sur le sujet et est régulièrement invité à commenter des enjeux économiques et sociaux dans les médias. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ce contenu semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale, notre partenaire qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIA, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref, un média d'information où est-ce que vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de 5 minutes à tous les matins. Et je vous invite à écouter leur podcast aussi qui sort à tous les matins en 3-4 minutes. Vous avez l'essentiel de l'actualité. Et bien sûr, mon commerce en ligne. Si vous suivez notre podcast et que vous l'aimez, je vous invite à nous laisser une note en étoile et commenter votre appréciation sur les plateformes de podcast. Et je vous invite à le partager à un ami entrepreneur. C'est grâce à tous ces partages qu'on réussit à grossir notre audience semaine après semaine et aller chercher des commanditaires. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Nicolas. Salut Nicolas, Ah, ça va bien? très bien, merci. L'été est là. Écoute, l'été est à nos portes, puis cette année, elle commence fort l'été, puis on parle d'un sujet aujourd'hui, tu sais, de tout le côté ESG, du côté aussi, on va toucher un petit peu au côté environnemental. On en avait parlé en pré-entrevue, puis avec qu'est-ce qui se passe actuellement avec les feux de forêt qu'on vit au Québec en début juin, des interdictions, même dans ma région, à Bromont, ils ont interdit pendant quelques journées d'aller se promener dans la montagne. Je crois que comme entrepreneur, on a une responsabilité à amorcer des changements dans son organisation pour améliorer notre empreinte environnementale à moyen terme, puis avoir une meilleure empreinte sociale, pas juste environnementale, mais sociale au travers de notre communauté où est-ce que notre entreprise est. Puis c'est pour ça que je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que je suis actionnaire de quelques entreprises, puis je vais amorcer cette transformation-là dans la prochaine année. Je trouve que notre empreinte environnementale elle pourrait être améliorée. On a eu des discussions à l'interne, mais je ne sais pas trop par où commencer pour amorcer ce changement-là, puis surtout l'appliquer semaine après semaine, parce que comme entrepreneur, on est bombardé, surtout propriétaire de petites entreprises comme que je suis, on est bombardé de tout partout. Il faut faire rentrer des ventes, faut gérer la comptabilité, il faut payer les employés. Par la suite, on a moins de ventes, il faut pousser pour avoir des ventes, on a toute la gestion des finances, on a toute la réalité personnelle aussi. Je travaille beaucoup trop d'heures dans une semaine. Alors, il y a des sujets comme ça que parfois, malheureusement, pour plusieurs entrepreneurs, c'est laissé de côté, mais je crois que ça doit devenir de l'avant, puis ça peut même devenir un avantage concurrentiel à moyen terme. Mais au-delà de ça, si on veut permettre d'avoir une planète, puis un climat économique et social et gouvernemental intéressant pour nos enfants, il faut amorcer le sujet il faut amorcer le changement comme entrepreneur. Puis c'est pour ça que je suis vraiment heureux de te recevoir, Nicolas, sur le podcast. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu pourrais-tu m'expliquer c'est quoi que ça veut dire ESG? C'est quoi le terme? Est-ce qu'on peut définir ce terme-là pour bien le faire comprendre à moi et aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? On entend beaucoup parler de l'ESG, hein. C'est grosso modo trois lettres qui rassemblent beaucoup de choses. Le E, le S, le G, c'est pour des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, on rassemble le développement durable avec l'impact social, puis les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Grosso modo, les entreprises ont un impact, parfois positif, parfois négatif, sur leur communauté, sur leur équipe et sur l'environnement. Puis, on parle beaucoup de crise climatique, on parle beaucoup d'inégalités. Récemment, il y a une partie de la Californie qui ne pourra plus être assurée, tout court. C'est dur de faire des affaires quand la terre brûle. Fait que c'est sûr que les entrepreneurs et entrepreneuses ont un rôle à jouer. Ils ont déjà un impact. Puis généralement, ils en font déjà quand même un peu, c'est-à-dire s'occuper de son équipe, euh, avoir les oreilles, écouter la communauté, on écoute nos partenaires, nos fournisseurs, euh,
ça en fait déjà partie de notre quotidien. Mais pour démystifier ça, le critère environnementaux, grosso modo, c'est l'impact sur le climat et sur les écosystèmes. Puis ça, ben, ça l'inclut autant ce que les entreprises produisent, vendent, puis le cycle de vie des produits et services, mais aussi l'impact que ça a sur les écosystèmes, puis forcément le climat. Au niveau social, grosso modo, c'est comment est-ce qu'on traite les personnes qui sont en contact avec l'entreprise de façon directe ou indirecte. Puis grosso modo, ben, c'est ton impact social sur ton équipe, tes fournisseurs, tes clients, ta communauté, et de façon euh, très ça peut aller très loin, hein, surtout avec la chaîne des approvisionnements. On a nos produits pour construire quelque chose ici. Souvent, on importe une partie d'ailleurs. On commence à toucher pas mal de gens en faisant ça. Puis en ce qui concerne la gouvernance, c'est pas mal transversal, c'est-à-dire que ça s'applique au niveau social, puis ça s'applique au niveau environnemental, mais grosso modo, ça peut être résumé à une chose. Comment les décisions sont prises. Fait que ça veut dire, c'est qui prend une décision, avec quelle information, qui est consulté. Grosso modo, c'est pas mal ça. Fait que le code d'éthique, ça en fait partie. Qui prend les décisions? Ben, est-ce qu'il y a de la diversité au niveau des conseils d'administration, par exemple, ou au niveau des investissements, ou au niveau des différents programmes? Qui est-ce qui le bénéficie? On se rend compte aujourd'hui que ces impacts-là peuvent être mesurés. Puis lorsqu'on fait bien les choses, lorsqu'une entreprise a un impact net positif, c'est-à-dire qu'il fait plus de bien que de mal, ben là, ça commence à être intéressant. Puis là, on commence à devenir des leviers de changement. Puis ça donne que les entrepreneurs et entrepreneurs, ils aiment bien ça, être des leviers de changement. Fait que moi, je trouve ça encourageant. Moi, je suis parmi les optimistes. Je trouve ça encourageant de pouvoir savoir qu'il y a une bonne partie des solutions qui vont émerger aussi du côté des entreprises, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Puis, ben, c'est là qu'il y a tout un écosystème pour appuyer les entreprises d'ici pour ben, faire les pas dans la bonne direction. Ben, je trouve ça super intéressant parce que quand on a défini ESG, c'est pas seulement l'empreinte environnementale. L'empreinte environnementale fait partie de toute la transformation, mais quand que je me regarde ou puis que je regarde plusieurs de mes collègues entrepreneurs que je connais, il y a déjà une grosse partie qui a été intégrée dans les dernières années. Quand on parle de gouvernance puis du côté social, on va prendre ces deux impacts-là. Du côté social, il y a beaucoup de mes collègues qui s'impliquent beaucoup dans la communauté, qui font des dons, qui s'occupent d'associations qui les touchent. Moi, je suis dans la région de l'Estrie, j'en ai plusieurs qui s'occupent dans la fondation du CHU, dans plusieurs autres fondations aussi pour faire vivre l'économie, pour faire vivre, augmenter les bienfaits de la société de notre entourage, toute la partie de la chaîne d'approvisionnement, où est-ce qu'on achète notre stock, comment qu'on l'achète. Puis j'aimerais ça qu'on commence par parler par la chaîne d'approvisionnement parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, surtout dans l'imprimerie que je gère, où est-ce que dans toute ta chaîne d'approvisionnement, où est-ce que tu peux avoir, par exemple, nous, on vend beaucoup de papier et c'est une imprimerie, malheureusement, ça transforme du papier pour mettre de l'encre dessus. C'est la nature des affaires. Alors, il y a une partie, mais il y a moyen d'avoir du papier beaucoup plus environnemental, où est-ce que c'est du papier qui est, recyclé, qui a des certifications FSC, exemple, que toute la transformation vers le blanchiment, il y a toute une partie du recyclage que les résidus ne sont pas jetés dans la rivière comme dans certains autres pays qui fait, où est-ce que le papier est moins cher parce qu'il n'y a pas de protocole environnemental. Mais il y a du papier vraiment plus éthique et transformation plus respectueuse de l'environnement versus d'autres. Mais euh, point de vue client final, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de toute cette chaîne d'approvisionnement-là, puis comment qu'on peut faire pour bien communiquer sans dire que l'autre c'est mal, mais plus comment qu'on peut mettre de l'avant, c'est toutes les décisions qu'on prend dans cette chaîne d'approvisionnement-là pour faire une différence sur le produit final, là, un petit peu. Là. Puis c'est quoi qu'on regarde? Là, j'ai nommé les caractéristiques très précises du produit. Mais au-delà du produit, il y a comment que le produit il est acheminé jusqu'à mon usine pour la transformation. Il peut avoir des transformations, il peut avoir beaucoup de transport. Si le papier part, exemple, du Mexique, par camion, ben, l'empreinte environnementale, j'imagine qu'elle est beaucoup plus grande que si le produit il est produit à Domtar, à Windsor,
qui fait 10 km puis est rendu dans mon usine, là. Alors, c'est un petit peu tout ça que je veux voir. Quand on regarde la chaîne d'approvisionnement, j'ai beaucoup trop parlé pour amorcer le sujet, mais c'est quoi les points que je devrais regarder comme entrepreneur pour savoir si je suis respectueux de toutes les décisions environnementales, mais aussi sociétales dans ma chaîne d'approvisionnement? Fait que, grosso modo, pour l'approvisionnement, faut, c'est autant l'approvisionnement que le modèle d'affaires. Tu sais, je veux quand même garder dans la conversation pas très loin le modèle d'affaires parce que des fois, on peut avoir un processus qui est le plus vert dans l'industrie, mais l'industrie elle-même nuit plus qu'elle aide. Fait que, tu sais, il y a cet élément-là à prendre en compte, mais une fois qu'on a dit ça, euh, grosso modo, il y a deux choses qu'on veut regarder au niveau de l'approvisionnement. Est-ce que c'est local, puis est-ce que c'est durable? Et ça, ça vaut autant au niveau environnemental que social et de gouvernance. Au niveau local, ben, on a un impact local. On veut garder les chaînes très courtes entre les différentes étapes d'approvisionnement, mais on veut aussi que ça bénéficie aux gens d'ici parce que c'est des contributions d'ici. C'est vraiment l'approche des circuits courts. Puis ça, il y a quelque chose d'intéressant. On le voit de plus en plus. La chaîne d'approvisionnement a pas mal été ébranlé par la crise de la pandémie avec la COVID. Ça a rappelé la pertinence d'avoir autre chose que du just-in-time, puis de pouvoir avoir une chaîne d'approvisionnement qui est fiable, puis une bonne partie de la réponse, elle réside localement. Fait que de ne plus seulement regarder est-ce que je vais payer un tel approvisionnement que j'ai besoin 5 moins cher si il vient de la Chine plutôt que de venir d'ici. Oui, mais en même temps, là, on commence à considérer de plus en plus d'autres critères. Puis ça l'inclut aussi au niveau, tu sais, on parle de la durabilité. Oui, la durabilité du produit puis des circuits courts, mais aussi la durabilité au niveau, dans une perspective de développement durable, ça inclut aussi social. Fait que ça veut dire, euh, est-ce que l'entreprise avec qui on fait affaire, qui nous approvisionne, est-ce qu'ils ont des bonnes conditions de travail pour leurs employés? Est-ce qu'ils respectent les droits humains et les droits du travail? Est-ce que cette industrie, elle apporte plus de bien que de mal? Fait que c'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser. Puis finalement, au niveau de la gouvernance, encore une fois, qui prend une décision? Puis comment? Fait que ça veut dire faut que tu consultes ton monde. Puis eux autres aussi, ils veulent avoir un impact social et environnemental plus positif. Puis souvent, c'est des discussions avec les approvisionnements, avec des gens d'approvisionnement qui disent, ben, écoute, moi, j'ai tel enjeu avec l'emballage, on en fait trop. Peux-tu faire de quoi pour ça? Ben oui, ils cherchent. Puis après ça, ben, on voit comment est-ce que la variable approvisionnement puis les fournisseurs deviennent une composante clé de ta stratégie parce que c'est pas rien qu'est-ce qui se passe sur le plancher de l'usine. C'est tout l'impact de l'entreprise, puis c'est sûr que ça passe par les fournisseurs. Puis ça, il y a quelque chose que tu viens de dire, qui me touche beaucoup, c'est les questions que tu vas aller poser, puis comment tu peux coacher ton équipe pour qu'ils se posent la question, parce que les mieux placés, c'est ceux qui font vraiment qui voient le produit final le plus loin possible. Alors, chaque personne avec qui tu travailles peut avoir un impact. Puis la même chose, tu as parlé beaucoup des valeurs aussi de ton fournisseur. Alors, est-ce qu'on a questionné les valeurs de notre fournisseur? C'est comment que ça fonctionne? Puis, il y a quelque chose qui m'a dérangé dernièrement où est-ce que j'encourageais une entreprise locale parce que j'étais convaincu qu'ils transformaient dans leur marketing. Ils disaient qu'ils transformaient eux-mêmes la matière puis qu'ils le faisaient pour me rendre compte qu'en allant visiter l'usine, ils importaient le stock. Alors, comme moi, je pourrais l'importer, mais eux l'importaient, puis ils leur faisaient. Alors, il y avait beaucoup de white lie dans le. Tu sais, il y avait une micro-partie qui transformait, mais la majorité n'était pas transformée. Euh, Est-ce qu'il y a des questions qui sont légitimes de poser, que j'ai le droit de poser comme client, puis que je peux avoir vraiment des réponses sur cette chaîne d'approvisionnement-là pour m'assurer que mon fournisseur, c'est pas seulement dire hey, j'encourage local, mais finalement qui importe tout, puis que c'est la même chose que si nous, on commandait de là-bas, tu sais, il y a pas de différence vraiment. Alors, y a-t-il des questions que je peux poser pour m'assurer que, que toute sa gestion à lui aussi est bien faite. Il y a des certifications un petit peu comme B Corp qui mesurent tout ça, je crois. Mais si la personne n'a pas la certification B Corp, il y a quand même des choses que je peux aller valider. C'est sûr que les certifications, elles aident
beaucoup. Euh, Par des fois, ils s'équivalent pas tous. Puis des fois, les plus difficiles comme B Corp, c'est excellent B Corp. J'aimerais ça que toutes les entreprises au monde soient B Corp. Mais demander à une PME de 5 employés de devenir B Corp, c'est pas la première chose qu'elle devrait faire. Ça va y prendre un bon bout de temps avant d'être rendu là. Fait que, il y a aussi l'enjeu de l'éco-blanchiment, où est-ce que là, je pense qu'une bonne règle du pouce, là, c'est ça vient de où dans l'entreprise? Si ça vient d'en haut, généralement, ça peut être constructif, puis ça peut aller beaucoup plus loin que les simples pressions du marché qui nous encouragent à avoir B Corp, qui nous encouragent à avoir une certification ou à publier tel genre de choses. Mais souvent, l'éco-blanchiment, ça va arriver. Ça, c'est quand on prétend qu'un produit est vert alors qu'il n'est pas tant que ça, ou on ne dit pas tout à fait tout. Tu sais. Euh, dans ces circonstances-là, c'est important c'est important que ça ne parte pas du département des communications. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Lorsque ça passe du département de marketing, ben, c'est beaucoup l'image. Fait que c'est quoi la certification que je dois obtenir pour mettre sur mon site? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de réduire son impact, c'est pas d'améliorer son impact. C'est l'image. Fait que c'est sûr que si le point de départ, c'est le marketing, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait des enjeux d'éco-blanchiment. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la chose la plus importante à faire pour une entreprise, c'est d'en parler. Si tu n'en parles pas, ça ne vit pas. Ce n'est pas important. C'est le même principe pour un énoncé de mission puis vision. Si les gens s'en rappellent pas, c'est parce qu'ils ne l'utilisent pas au quotidien. Fait que ça veut dire dans les réunions d'équipe, ben, il faut en parler à l'occasion. Il faut créer ces espaces-là. Il faut poser des questions. Puis déjà, il y a une bonne piste de réflexion qui va commencer. On fait un diagnostic de la situation. On se rend compte qu'on fait quand même aussi des choses de bien qui valent la peine d'être soulignées, puis qui concordent avec nos valeurs. Et on prend soin de notre monde. Ben oui, c'est vrai, ça fait partie de nos valeurs. Une fois qu'on a dit ça, je pense que ces changements-là, pour répondre à ta question par rapport aux clients, il y a, il y a, c'est lui le client qui a le dernier mot, puis il vote avec son argent. Fait il peut poser des questions, mais il faut que le format soit là pour poser des questions, puis avoir ce type d'interaction. Puis on le voit dans la communication des entreprises, surtout ces réseaux sociaux, c'est devenu un dialogue. C'est pas mal moins unidirectionnel. Fait que c'est important d'en parler. Puis une fois qu'on a dit ça, c'est pas mal aussi inévitable, je pense. Parce que on a fait un sondage léger, baromètre des entreprises engagées, puis on a posé notamment la question, euh, est-ce que c'est un critère important pour vous, l'impact social et environnemental de votre entreprise? Est-ce que c'est important pour vous pour rester en emploi ou quitter si votre employeur, ses valeurs ne concordent pas avec les vôtres? Puis la moitié des gens ont dit, moi, je suis prêt à mettre ma job en jeu, tellement que c'est important. Puis ça, c'est en moyenne. Lorsqu'on regarde au niveau des groupes d'âge, plus c'est jeune, plus c'est l'écrasante majorité. Et donc, il y a cette transition vers l'impact social. Ouais, on en parle tous les jours. Coudon, New York est rendu jaune. On ne peut plus sortir dehors, les garderies sont fermées. Hey, ça a un impact bien concret dans nos vies. Ben, une fois qu'on a dit ça, euh, il y a ça et il y a le fait qu'il y a une transition générationnelle au sein des entreprises. Fait que les jeunes vont mener cette révolution-là, qu'on le veuille ou non, mieux vaut être préparé. Puis ça, c'est un très bon point que tu viens de mentionner. Je crois que les jeunes font partie des acheteurs de demain. Il y a eu des changements, je parle je vais aller de mon côté, là, mais je vois des changements qui s'accélèrent par rapport à mes cours que j'ai eu à l'université. Qu'est-ce que j'ai vu des changements du passé? Je crois qu'on est dans des générations que ça peut bouger vraiment plus vite avec l'informatisation des choses, avec les transformations. On l'a vu avec la COVID quand c'est arrivé, le changement des commandes en ligne, ça s'est fait boum, ça a pris une accélération vraiment marquée. Alors, j'ai un souhait que le changement pour tout le côté, on va dire ESG, tout le côté des transparences des entreprises qui font beaucoup plus d'efforts, va avoir un impact réel beaucoup plus rapidement qu'on aimerait, qu'on peut penser de l'avoir. Alors, c'est pas nécessaire qu'aujourd'hui, il va y avoir une transformation réelle dans mes ventes. Il va peut-être pas avoir une transformation réelle même si les sondages le démontrent qu'on peut aller recruter plus facilement, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais si on n'amorce pas le changement,
demain, il va être trop tard. Il va être trop tard pour tout l'environnement qu'on va avoir gâché pendant toutes ces années-là, mais il va être aussi trop tard parce que plus que le gap, plus que le gap entre où est-ce que je voudrais être et où est-ce que je suis actuellement, si je ne prends pas de changement aujourd'hui, ben, le gap va juste augmenter, puis à un moment donné, il va être impossible à rattraper, un petit peu comme la transformation numérique. Si j'attends trop, la transformation, ça devient de plus en plus difficile à faire. Alors, qu'est-ce que j'aime comme conseil que tu as donné, Nicolas, si je résume avec le conseil que je retiens, c'est il faut en parler à notre équipe, il faut sensibiliser nos équipes, il faut sensibiliser nos fournisseurs, il faut toujours se poser la question. Puis moi, à partir d'aujourd'hui, à la fin de chaque réunion de semaine, je vais rajouter qu'est-ce qu'on a fait cette semaine pour améliorer notre empreinte. Puis je vais trouver un meilleur terme que ESG avec le temps, mais autant sociétal que gouvernance qu'environnementale. Fait que ça va englober les trois parties. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une transformation? Moi, comme individu dans l'entreprise, alors chaque personne va pouvoir apporter des aspects d'amélioration pour avoir une transformation. Fait qu'à partir de cette semaine, je vais commencer à poser des questions à mes équipes pour sensibiliser, puis que ça devienne un sujet important. Je suis sûr que la première fois que je vais poser la question, je vais faire rire de moi. C'est sûr, ils vont faire, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai mis du papier dans le recyclage. OK, parfait, on passe à la semaine prochaine. T'sais. Mais à force de poser la question puis à donner des exemples, ben, on va être capable d'avoir un impact à long terme. Là. Les choses changent très vite. On voit, il y a des événements de chambre de commerce auxquels j'assiste, j'ai l'occasion de rencontrer bien des gens. On n'est pas au même endroit qu'on était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, Pomerleau avait personne en développement durable. Je pense qu'ils ont embauché une trentaine. Puis ils ont un vrai plan qui affecte tout. Ils ont regardé toutes leurs activités, puis ils ont regardé toutes les choses qu'ils pouvaient faire, puis ils se sont donné des objectifs, puis ils doivent faire des suivis, puis ils ont de la transparence, puis ils consultent, ils consultent. C'est important, ça, parce que c'est ça qui va vous donner les priorités terrain, puis par ailleurs, vous donnez aussi d'autres informations sur où s'en va le marché. Parce que n'oubliez pas une chose, si vous ne le faites pas, si vous n'embarquez pas dans le train, vos concurrents le font déjà. Puis lorsque ça va devenir obligatoire, et ça le deviendra, il y a déjà des critères internationaux qui vont être applicables dès le 1er janvier 2024 pour les grandes entreprises, puis pour les petites et moyennes aussi, ça s'en vient. Il y aura de plus en plus d'obligations de cette nature. Voulez-vous être prêt ou voulez-vous être pris les culottes baissées? Je veux dire, c'est ça la question. Puis, au final, tu sais, ESG, équité, diversité, inclusion, développement durable, responsabilité sociale d'entreprise. C'est très large. Moi, j'aime bien le terme d'engagement, d'être engagé auprès de ton équipe, d'être engagé auprès de ta communauté, puis d'être engagé en faveur de l'environnement. Parce que c'est quelque chose qui doit être au cœur du modèle d'affaires. C'est pas une des affaires qu'on fait par ailleurs. C'est ça d'ailleurs qui les distingue des programmes, par exemple, philanthropiques, où est-ce que c'est, ben, par ailleurs, 1% de nos profits, on les verse à ça. Mais ça n'a pas vraiment rapport avec le modèle d'affaires. Tandis que si tu l'intègres dans tes décisions d'affaires, pose-toi la question. C'est ça le point de départ. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans la discussion passée, puis après ça, on va aller voir comment que je peux me faire aider pour la transformation, parce que c'est beau vouloir, j'ai des connaissances, mais j'ai des connaissances limitées, mais maintenant, il y a des outils qui sont en train de se développer, puis avec de l'intelligence artificielle qui va pouvoir, à un coût acceptable, d'avoir quelqu'un à temps plein qui va travailler avec nous pour y aller, puis c'est ça qu'on va parler par la suite, mais qu'est-ce que j'ai aimé que tu as dit initialement, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne uniquement de l'équipe marketing qui dit que ça prend un logo sur notre site web. Il faut que ça vienne dans les valeurs de l'entreprise, dans l'engagement. Puis une fois que les transformations sont là, ben, on va être capable de mettre la certification pour faire plaisir à l'équipe marketing sur le site web. Mais c'est un boni que ça vient. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne des valeurs, puis il faut que ça vienne d'une transformation profonde de l'entreprise et non seulement un white lie pour faire plus de ventes. Ça va avoir une transformation court terme, mais à long terme, il n'y aura pas d'impact réel dans l'entreprise. Fait qu'il ne faut pas le faire pour augmenter les ventes, il faut le faire pour se dire, OK, c'est quoi l'impact? Comment que je peux faire pour être meilleur? Puis avoir une volonté profonde de faire un changement. Puis c'est avec cette volonté-là qu'on va être capable de faire le changement. Puis c'est ça que je comprends de la discussion qu'on a, là, c'est regardons pas
uniquement côté marketing, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est regardons vraiment comment que je peux sensibiliser toute mon équipe, comment que je peux rentrer ça à la valeur, puis le changement va suivre, comme à peu près tout ce qui se passe. Si j'améliore mes processus, si je me concentre pour être plus efficient, ben, automatiquement, je vais être plus efficient. Fait que c'est la même chose. C'est comment je peux faire pour faire cette transformation-là. Mais là, ça part de la question par où que je commence? Parce que des consultants en transformation environnementale, malgré qu'il y a beaucoup de subventions disponibles actuellement, ça coûte quand même relativement cher pour la petite entreprise du Québec. Les coûts d'engager des consultants, ça a un coût. Euh, alors, j'aimerais ça savoir par où que je commence, puis qu'est-ce qui va exister demain et peut-être même aujourd'hui qui va pouvoir m'aider, que je vais pouvoir poser des questions un peu à la chat GPT, que je peux poser à peu près n'importe quelle question, puis il va me faire un texte. Qu'est-ce, qu'est-ce qui va exister pour m'aider? Alors, j'aimerais ça que tu répondes à, à cette question-là, Nicolas. Tu sais, il y a plusieurs ressources qui existent, les regroupements, les associations, les chambres de commerce, les ordres professionnels. Ils sont pas mal tous un guide, voire plus qu'un outil qu'ils offrent. Souvent, ils offrent des accompagnements, ils offrent des formations. Ça, c'est super intéressant pour commencer à avoir une idée de où en est la discipline en termes d'impact social et environnemental. Puis c'est encourageant. Ça nous donne l'impression qu'on n'est pas tout seul. Puis justement, on ne l'est pas. Il y a des outils qui existent, qui sont disponibles en ligne. La B Corp a un excellent long questionnaire qui est un long 3 heures à remplir, mais qui donne un portrait complet de ce que l'entreprise fait déjà, puis peut faire de plus, puis où est-ce qu'elle en est sur ce fameuse échelle de B Corp. Il faut 80 points pour en avoir. Chaque politique, chaque stratégie que tu mets en place, ça vaut en moyenne 1 point. Il en faut pas mal d'affaires à faire. Il y a le fonds EcoLeader qui existe, qui finance une bonne partie des frais de consultants, puis on a une liste de consultants, puis c'est plutôt simple. Fait qu'il y a ça qui existe. Nous aussi, à l'Institut des entreprises engagées, on a développé des outils. On a un guide 15 gains faciles et abordables pour les PME, par exemple. On a le baromètre des entreprises engagées. L'idée, c'est vraiment de fournir un portrait euh, annuel chaque année de l'état de la situation quant aux entreprises, qu'est-ce qu'elles font de bien, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de mieux, mais également les employés. Euh, Où est-ce qu'ils se situent? Comment est-ce qu'ils se positionnent? C'est quoi leur perception? C'est quoi leur motivation en termes d'impact social et environnemental? Puis de pouvoir avoir ces données-là ensuite par région, par industrie, par taille d'entreprise. Puis à partir de ça, ben, il y a des recommandations qui vont ressortir. Vous, votre type d'employé, ben, c'est ça qu'ils aiment beaucoup, par exemple. Mais aussi, puis c'est le truc principal sur lequel nous travaillons, on part du constat que les PME, ils nous le disent, c'est trop long, c'est trop cher, c'est trop compliqué, ils n'ont pas des moyens pour des consultants dans les 5-6 chiffres, ils ne savent pas par où commencer. C'est pour ça qu'on va bientôt lancer ChatESG, l'assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, la technologie GPT-4, qui vise à justement accompagner les PME à devenir plus engagés auprès de leur équipe, de leur communauté, puis du développement durable. Puis à ce niveau-là, grosso modo, c'est la prémisse de base, c'est d'offrir l'équivalent d'un employé à temps plein, à la fois expert en ESG et en gestion de projet, à toutes les entreprises du Québec et puis du monde. Ça se traduit, ces outils-là, puis de le faire pour le prix d'une machine à café. Fait que c'est vraiment d'offrir une alternative parce que pour des mandats très complexes, je veux calculer l'empreinte carbone précise de mon industrie. C'est un mandat, ça. Mais je veux faire une première politique d'équité, diversité, inclusion, je ne sais pas par où commencer, je veux faire un premier diagnostic, ben on offre tout ça. Puis il y a des humains aussi là, qui vont être présents, ça ne sera pas juste, chaque entreprise aura son gestionnaire de projet, on a une communauté d'experts qu'on mobilise également, fait que c'est pas juste l'intelligence artificielle, c'est vraiment un arbre de décision sur, ben, qu'est-ce que tu veux faire, voici les options qui se présentent à toi, c'est vraiment d'être un outil d'aide à la décision, c'est d'être un courtier de ressources. C'est quoi les financements auxquels tu as droit? C'est quoi les ressources qui existent déjà? C'est quoi ton budget? Tu n'en as pas? Ben, voici des ressources gratuites. Tu as du budget? Voici des ressources qui existent. Puis de pouvoir faire ça avec un processus qui est structuré, c'est-à-dire un cycle d'amélioration continue. Nous, ce qu'on va proposer, c'est en moyenne un cycle de 12 semaines
En amont, tu fais l'intégration, comme tu intègres un employé, puis tu fais un diagnostic de la situation. Tu consultes tes parties prenantes. Puis une fois que tu as fait ça, ben là, on se donne des objectifs. Puis en 12 semaines, on planifie, on implante, puis on fait l'état de la situation. On recommence un autre cycle. Planifie, on implante, on fait l'état de la situation. L'important, c'est pas, c'est- surtout pour les PME, l'important, c'est de commencer, puis d'avoir un bon rythme, comme la course à pied. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis pour te rendre à ta destination, ben, il faut garder un bon rythme. Puis c'est un petit peu ça l'objectif de ChatESG parce que je pense que l'avenir de l'intelligence artificielle, ça ne sera pas un ChatESG ou un chat GPT ou une application qui te permet de faire une chose. Ça sera des assistants virtuels à qui tu vas pouvoir dialoguer verbalement, puis de pouvoir bénéficier de toute l'expertise qu'une intelligence artificielle a, c'est-à-dire dans notre cas, ben, il est basé sur la littérature scientifique qui a été publiée dans le monde, commence à faire pas mal de documents, puis celle des bonnes pratiques, puis des standards. Fait l'idée, c'est vraiment de partir de ce qui existe, puis comment est-ce qu'on offre une solution aux PME. Je pense qu'on est rendu là parce que les grandes entreprises, elles avancent bien, mais B Corp, c'est pas pour tout le monde, ou en tout cas, avant de s'y rendre, il y a des étapes, puis c'est là qu'on veut s'y insérer. Puis c'est un très bon point. Puis j'aimerais ça juste bonifier quelque chose que tu as dit. C'est tu as dit regardez où est-ce que nos employés veulent aller, où est-ce que nos fournisseurs veulent aller, où est-ce que nos clients veulent aller. Mais je crois que comme entrepreneurs, surtout de petites entreprises, on a, on a une responsabilité envers nos employés aussi, autant qu'on les éduque sur leur façon de faire, sur leurs tâches quotidiennes au travail, mais on a une responsabilité aussi de les sensibiliser, de s'améliorer comme humains, de leur donner tous les outils pour connaître l'état réel. Puis je crois qu'avec un chat G, où est-ce que ça va être un coût assez une machine à café, en fait, ben, on va être capable de poser des questions puis voir, OK, c'est où est-ce qu'on s'en va, puis responsabiliser nos équipes. Si chaque entrepreneur du monde, là, ben, on va commencer par le Québec, ben, sensibilise tous leurs employés à avoir des meilleurs comportements environnementaux, autant au sein de l'entreprise qu'au sein personnel, ben, ça va faire que ça va avoir un gros impact partout dans le monde. Tu sais. Ça ne vient pas juste de l'entrepreneur. Il faut sensibiliser. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, dans mon premier meeting, c'est sûr que je vais faire rire de moi par certains de mes employés. Je le vois venir. Là, tu sais, j'ai. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que tu vas être agréablement surpris, puis que le trois quarts d'entre eux vont dire Hey, enfin, on en parle. Hey, on peut en parler. Ouais, Faut pas présumer. Les gens sont. Ça, c'est une des choses exact. qu'on ressort là, dans les diagnostics qu'on fait avec les entreprises, sont agréablement surprises à quel point ils sont plus en avance qu'ils le pensent. Mais souvent, ça inclut les membres de l'équipe. Puis je pars pas avec cette prémisse-là que tu vas faire rire de toi. Ça se peut que non. Ça se peut que oui, mais ça se peut que non. Ben écoute, c'est encourageant, mais des sensibiliser puis des arriver à réfléchir vers s'améliorer, ben on part tous de quelque part. Puis si chaque personne fait un pas vers l'avant à tous les mois, à toutes les semaines, ou même c'est un petit pas dans l'année, mais c'est un pas de plus, puis ça va aller en s'améliorant. Puis en transformant ces employés-là, en les sensibilisant, en améliorant notre entreprise, ben, on va être capable d'augmenter la rétention parce que si on réussit vraiment à les sensibiliser, ben, le compétiteur qui ne le fait pas, ben, on va avoir un edge compétitif très intéressant aussi de ce côté-là. Alors, Tout à fait. aurais-tu quelque chose à rajouter pour conclure, Nicolas? Je suis un optimiste, puis tu sais, je pense que le gros des efforts qui sont à venir, la bonne nouvelle, le gros du travail qui va devoir être fait, c'est au niveau des PME. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, ils ont commencé à prendre un sérieux pas en avant. Il y a encore des efforts à faire, il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Mais tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça se peut que la 38e mesure de développement durable chez Cascade ait un moins grand impact que la première dans votre entreprise. Fait que ça aussi, c'est encourageant. Puis c'est le fun que ça définisse l'entreprise. C'est le fun que ces critères-là, parce que les entrepreneurs d'ici sont pas là juste pour le profit, ils ont aussi d'autres intérêts, ils tiennent à leur équipe, veulent faire le bien autour d'eux. Ben, c'est un petit peu l'extension de ça. Fait que c'est pas révolutionnaire, là, c'est ça mon point. On est juste à créer la discipline, créer la démarche, puis une fois que le mouvement est entamé, l'important c'est de le mesurer puis de le suivre. Puis ben, les entrepreneurs sont bons pour ça aussi, hein.
Ben, écoute, c'est un très bon mot de clôture, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi pour me faire connaître ce sujet-là que je m'intéresse de plus en plus, mais que je ne crois pas que je connais encore assez. Il faut que j'aie encore plus de littérature. Puis on a donné des bons exemples avec la certification B Corp qui va pas aller la chercher, mais aller faire le questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je crois que c'est gratuit là, qu'on peut C'est aller. gratuit. Puis c'est gratuit, on peut aller puis déjà avoir un diagnostic. Tu as dit c'est long, 3 heures. Ça peut paraître long, mais 3 heures pour avoir un diagnostic complet puis amorcer un changement puis savoir sur quoi qu'on peut travailler, c'est pas tellement long. Alors, merci beaucoup à Nicolas pour ton temps d'aujourd'hui. J'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, bien sûr, le programme Persévérance, le réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, InfoBref et bien sûr, mon commerce en ligne. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre discussion pour entrepreneurs.